Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. 3 furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. 7 aux seigneurs nains, grands mineurs et sculpteurs de la montagne. Et 9 anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. Salut à tous, bienvenue dans l'Entre des Maraudeurs pour le 19e podcast. Cette semaine, du coup, nous allons parler de Sauron. Nous retournons en Terre du Milieu. Et cette semaine, bien genre, du coup, bravo et bienvenue à toi, Bertrand. Salut tout le monde. Alors, du coup, on doit le dire. Dorénavant, il y a une petite modification dans l'Entre des Maraudeurs, c'est que Théo Brandebook, qui était le célèbre chroniqueur des archives du Gondor et autres, tout à fait, va revenir dans l'Entre des Maraudeurs, mais partiellement. Il ne pourra plus être là à chaque émission, donc il doit s'occuper d'animaux, il doit aller rechercher des obligations professionnelles. C'est vrai, notamment avec Norbert Dragono, vous en saurez plus plus tard, mais voilà. Donc Théo reviendra, n'ayez pas peur, ne pleurez pas tout de suite, il sera là. Seulement, il pourra plus être là à chaque émission et donc du coup, vous l'aurez de temps à autre. Nous aurons le bonheur de l'avoir parmi nous. On peut dire qu'il est toujours dans le back-office de l'Antre des Maraudeurs. Il est toujours dans l'Antre des Maraudeurs. Il gérera toujours les émissions, la création des podcasts, les réseaux sociaux, tout ça. Voilà. Donc il est là. Seulement, vous ne le voyez plus toujours. Il est derrière, il est caché. C'est ça. Donc cette semaine nous retournons avec Bertrand en Terre du Milieu, ou plutôt sur Arda, et nous allons attaquer du coup Sauron. Qui est Sauron? Avant tout nous allons vous faire un résumé de son maître, donc Melkor ou Morgoth, puis nous parlerons de Sauron en lui-même, ses méfaits du coup au premier âge, puis au second âge et au troisième âge, et on terminera du coup à chaque âge nous reviendrons sur des petites questions, savoir est-ce que ça nous a plu, est-ce que ce qu'il a fait on trouve ça logique, on va un peu décortiquer ces choses là. Je pense qu'on peut s'excuser en avance parce que je pense qu'on va pas pouvoir tout dire. On essaie de faire des émissions qui sont plutôt synthétiques. On va synthétiser, c'est ça. On va relater ses plus grands méfaits, mais et vous donner donc du coup un aperçu de qui est Sauron et ce qu'il a fait, puisque c'est pas juste un simple personnage du troisième âge dans la guerre de l'anneau, c'est bien plus que ça. Donc on va vous montrer qui est Sauron dans tout Tolkien en fait, qui est-il et ce qu'il a fait. C'est parti ? C'est parti quand tu veux. Alors on va commencer par Melkor. Melkor d'abord c'est le plus grand et le plus doué de tous les seigneurs. Ce qu'il faut savoir c'est qu'Ilúvatar a créé différents champs dont un pour les Valar et il faut savoir que c'est le plus doué de sa promo, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça. Et directement il va s'opposer à Ilúvatar en créant son propre champ. D'abord il montre d'avoir une certaine rébellion, réticence au plan d'Ilúvatar, c'est ça. Et il se porte volontaire pour aller sur Arda et désire tout de suite de devenir le roi d'Arda, de maîtriser tout ça, et que Manwë, son frère, lui passera en second et que c'est à lui de diriger tout ça. Bien évidemment, ça ne se passera pas comme ça et que tous les Valar doivent travailler ensemble. Seulement, Melkor, ne souhaitant pas l'entendre de cette oreille-là, va donc du coup agir en son nom et de son côté contre les Valar eux-mêmes qui sont sur Arda. Donc il va corrompre un grand nombre de Maillards. Donc les Maillards, ce sont des personnes, ce sont des puissances qui sont au service de différents Valars, qui sont directement des dieux. Qui sont plus nombreux qu'eux, je crois, du coup. Oui, on a beaucoup plus, seulement ils sont moins puissants. Ouais. Et donc du coup, un Maillard qui va être corrompu par Melkor, c'est donc Sauron, qui est un Maillard de Daolé, mais je reviendrai sur Sauron plus tard, et va principalement être le lieutenant numéro 1, bras droit de Melkor. Le numéro 2 du mal à ce moment. Exactement. Melkor va donc d'abord construire une forteresse d'Utumno afin de faire barrage un petit peu aux Valar qui sont sur Arda.
Et son but est lui vraiment de contrecarrer les plans des Valar. Hein, le but c'est vraiment de les empêcher de façonner Arda. Hein, donc plusieurs fois les Valar vont mettre en place des montagnes ou autres. Enfin voilà, même on dit même que les montagnes, je crois, sont le fruit, on va dire, de batailles en fait entre les Valar. D'accord. Ouais. Ça va monter, etc. Enfin, voilà, il y a des plantes qui vont être faites d'Yavanna, hein, qui est une autre Vala aussi, qui va détruire. Enfin voilà, il va vraiment mettre des bâtons dans les roues à tout le monde. Et bien du coup, à un moment, les Valar donc vont en avoir un petit peu marre que Melkor se mette toujours à travers leur chemin. Du coup, par la personne de Tulkas, il va être repoussé donc dans les retranchements d'Ea, donc qui est la Terre, et va lui dire bon maintenant mon gars. Tu vas aller un petit peu plus loin parce que là tu nous embêtes. La Terre du Milieu fut donc sous l'emprise. Donc là on est sur la Terre du Milieu. Hein, donc là c'est celle qu'on connaît bien, hein, donc avec Aragorn et autres. Va être tombé sous l'emprise de Melkor, donc sous son ombre. Il va donc créer Angband, qui est sa deuxième forteresse et qui sera commandée par Sauron principalement. C'est ça. Ouais. Et par la suite, les Valar vont donc devoir combattre Melkor. Pourquoi ? Car les elfes, étant les premiers nés, donc les nés sous les étoiles, vont apparaître sur la Terre du Milieu. Et une chose que les Valar n'avaient pas anticipé, c'est que les elfes ont été découverts d'abord par Melkor. Donc forcément, ça ne leur a pas plu du tout. Et ils se sont dit, oh là là, on est en train de se faire choper on va dire la race privilégiée d'Iluvatar. Ouais. On peut pas se laisser faire comme ça, surtout que les Valar vont développer une affinité extraordinaire, enfin vraiment impressionnante pour les elfes. Ce sont on va dire leur race préférée. Ouais. Et donc du coup, ils vont repousser Melkor. Ils vont donc l'emprisonner pendant un grand nombre d'années. Ils vont donc l'emprisonner dans les cavernes de Mendos, si je me souviens bien, et donc je crois pendant à peu près 10 000 ans de mémoire. Bertrand, ce qui est déjà pas mal. Non, il me semble que c'est ça, 10 000 ans. Ouais. Ok. Au bout d'un certain temps, il va être relâché. Ils lui ont dit bon voilà, ta peine est en fait, tu vas pouvoir revenir. Ouais, c'est ça, il le croit repenti surtout. C'est ça, et surtout que Melkor, voilà, comme tu le dis, c'est qu'ils vont. Il va dire oui, bon, j'ai fait des bêtises, j'assume, maintenant j'ai changé, vous m'avez fait changer et autres. Bien sûr, cela ne se passe pas comme ça, car il est relâché, il vit à Valinor, hein, donc du coup avec les autres Valar. Seulement, il va corrompre le cœur des elfes et surtout celui des Noldor, qui est surtout une des branches des elfes la plus puissante, donc avec notamment Fëanor qui est dedans. Il va d'abord faire un plan. Afin de contrer un petit peu toute la puissance de Valinor, ça va être d'abord de détruire les arbres. On sait qu'il y a des arbres du coup qui sont là et qui illuminent la terre. Tout à fait. Ouais. Donc du coup, il va avec l'aide d'Ungoliant détruire ces arbres-là. La grosse araignée, hein, c'est ça. Donc Ungoliant va injecter du venin et aspirer la puissance de ces arbres. Et puis, en les détruisant, il va donner une obscurité totale sur la terre. Et donc, du coup, va en profiter afin d'aller voler les Silmarils qui ont été créés par Fëanor. Donc, il tue Finrod, le père de Fëanor. D'ailleurs, c'est le premier meurtre d'Eldar à Valinor lui-même. Ouais. Donc Fëanor, découvrant justement la méchanceté et autres qu'avait Melkor, il ne le connaissait pas. Hein. Du coup, il l'appela du coup par la suite Morgoth, qui en parler noir veut dire, enfin du coup, le noir ennemi du monde. Le noir ennemi, tout à fait. D'accord, donc le noir okay. ennemi du monde, ça passe. Donc il le maudit et va le traquer durant. Donc c'est ce qui va pousser aussi les Noldor par la suite à partir de Valinor à faire leur premier elficide, si je puis dire, contre les Teleri pour prendre leur bateau, pour pouvoir aller en Terre du Milieu, pour pouvoir affronter Melkor. Ce qui va déclencher vraiment l'histoire, en fait, ce qui va maintenant déclencher une immigration d'elfes, en fait, tout simplement sur Arda. On fait un saut dans le temps, la guerre des colères, donc Aerendil et Idril, donc deux personnes importantes, implora l'aide des Valar car Melkor leur faisait beaucoup trop de mal et ils avaient besoin d'eux parce que sinon ils ne pouvaient plus vivre. Les Valar du coup en eurent un petit peu assez de Melkor, ils l'attrapèrent et le bannirent à jamais dans les sphères du monde. Voilà où il est dans le vide, etc. Voilà, et donc c'est en gros terminé pour Melkor. Je crois même qu'il y a une fin un petit peu à Melkor, alors il va falloir que je la retrouve. C'est en tout cas la fin de Melkor correspond à la fin du premier âge. Oui, tout à fait. Donc toi, Bertrand, est-ce que tu peux donner est-ce que tu as un avis d'abord sur Melkor ? Qu'est-ce que ça t'évoque ou... Alors déjà Melkor, alors pour préciser plus, il est décrit comme haut comme une tour avec une grande armure, une masse, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, enfin quelqu'un de super imposant, le numéro 1 du mal, celui qui a trahi ses frères au départ, etc. Non, c'est intéressant. Après, je sais pas si on en parle tout à l'heure, mais de toutes les histoires de Tolkien, à mon avis, c'est celle qu'on a peu de chances de voir un jour à l'écran.
parce que ça me paraît un petit peu trop, comment dire, poussé comme fantasy, comme genre d'histoire pour être montré un jour. Après, qui sait. En tout cas, non, ça reste pour le premier âge. En tout cas, alors nous on préfère les âges suivants, mais celui-là, mine de rien, c'est intéressant ce qui s'y passe, et notamment le personnage de Melkor. Ouais. Alors j'essaie absolument de retrouver la fin, je crois qu'elle est vraiment bien. Il est dit que un jour, lorsque la fin du monde apparaîtra, alors je fais ça de mémoire, que Morgoth réapparaîtra avec Sauron, et à partir d'ici, le destin dira que Manwë et Tulkas affronteront donc ces deux personnes, les détruiront pour de bon, et alors le champ créé par Melkor sera détruit par Ilúvatar, le monde pourra maintenant aller sans sans opposition. Enfin, il y aura plus ces personnes-là. C'est ça. Et puis on peut préciser aussi que Sauron du coup s'est enfui à la fin du premier âge, et c'est-à-dire qu'à la défaite de Melkor et au moment où il est banni, Sauron, qui est son numéro 2, son lieutenant, lui va se cacher, clairement. Enfin. Ouais. Moi je trouve que Melkor c'est vraiment un personnage qui est vraiment, alors on peut voir notamment il y a beaucoup de fans ou de personnes fans de Tolkien en général qui vont faire des représentations de Melkor. Je les trouve vraiment fantastiques. Je trouve que c'est un personnage qui c'est le premier vrai méchant en fait, qui s'oppose face à tous les Valar. C'est vraiment quelqu'un de puissant, puisque bien qu'il perde, je veux dire, il arrive à quand même résister un certain nombre de temps contre eux. Donc quand ils s'y mettent tous, c'est ça. Il a fait 5 guerres, parce qu'évidemment il perd la dernière, mais il en fait plusieurs. Donc alors je sais plus si c'est exactement 5, mais il en a plusieurs, et il les perd pas toutes. Faut savoir que Melkor il en perd 2 du coup. Oui, du coup, les deux où il meurt, mais voilà, il met énormément d'ennemis à mal en fait, à travers ses combats, que ce soit des hommes, des nains, que ce soit même certains elfes, des hauts elfes. Alors bien que, alors j'ai peur de me tromper, j'espère que c'est ça, Filgonfin, je crois, va aller l'affronter en duel. Lui-même donc va défier le Valar du roi sorcier qui vient de se battre contre Éowyn avec cette grosse masse avec les chaînes. Et bien on dit que Melkor en fait a exactement la même chose, mais en beaucoup plus gros. Du coup alors Filgolfin va du coup succomber à un grand nombre de blessures, mais lui aura infligé vraiment beaucoup de fil à retordre. Lui aura fait beaucoup de mal. Nous allons donc partir sur Sauron, et donc l'aparté Melkor étant terminé, pour vous resituer qui est qui dans En tout cas, ce qui est intéressant de dire, c'est que voilà, c'est un peu son maître dans le premier âge. Entièrement, celui qui lui donne quasiment, il lui apprend beaucoup de choses, et il lui montre, on va retrouver beaucoup de Melkor en Sauron. Moi, je trouve sur le fait de tromper l'ennemi, de jouer un peu justement de cette. Dès le deuxième âge, de toute façon. On va le voir dès le deuxième âge, et c'est vrai que en plus, on en parlait un petit peu juste avant en off, c'est que Sauron, il a été pris un peu comme ça. Il y avait pas de Sauron n'est personne à ce moment-là, au moment où il devient le lieutenant de Melkor. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que Sauron à ce moment-là n'a rien fait de par lui-même en fait. Sauron, il est considéré comme, il est quand même puissant. C'est-à-dire, il est pas rien. C'est juste qu'il est avec Aolé, et il tombe sous une. Melkor le séduit en fait, tout simplement, en lui disant qu'avec lui, il va pouvoir sûrement décupler son pouvoir, etc. Et ce qui amène à Sauron à aller en fait vers lui, tout simplement. Il y a plusieurs Valar, plusieurs Maillard qui vont le rejoindre, qui vont être corrompus, tout à fait. Gweritil, un truc comme ça. C'est une femme chauve-souris un peu qui, elle, va venir pour transmettre les messages, notamment entre Utumno et Angband. Donc je m'excuse pour le nom, c'est globalement ça, je crois, j'ai plus le nom exact. Mais c'est notamment, pour l'anecdote, et donc on dit qu'elle voyage toujours avec une cape d'ombre, donc elle a l'apparence, on peut dire, d'un vampire ou quelque chose comme ça, ou d'une grosse chauve-souris. Et surtout Lucienne et Beren, quand on connaît l'histoire, quand elle va aller chercher le Silmaril devant Melkor, quand elle va chanter devant Melkor, elle va utiliser un pan de la cape de la fameuse Maya, afin justement de pouvoir passer inaperçu à travers toute la forteresse de Melkor. D'accord. Donc Sauron au premier âge. Donc faut savoir que Sauron est un Maillard de Aulé, le Valar forgeron, corrompu par Morgoth. Donc c'est donc son premier lieutenant, et deviendra le gardien d'Angband, la deuxième forteresse de Melkor. Il prépare. Alors donc faut savoir que, on remet à ce moment-là tout ce qui s'est passé avec Melkor. Le moment où Melkor est capturé, Sauron lui n'est pas capturé et va se retrancher justement dans Angband. Et pendant ce temps-là, il va faire quelque chose, c'est préparer Angband pour le retour de son maître. Il prévoit déjà le retour de son maître, donc même des années et des années ou des milliers d'années plus tard. Et pendant ce temps-là, alors non seulement il prépare Angband, mais en plus de ça, il va créer les premiers orques à partir d'elfes qui vont être torturés. Donc ça, on connaît un petit peu l'anecdote. Donc il va les capturer, il va les torturer jusqu'à ce qu'ils deviennent des orques, il les façonne à son image. Et par la suite, donc au premier âge, ce qu'il faut savoir, c'est que Sauron a ses pleins pouvoirs. C'est-à-dire vraiment, il est au summum de sa forme. Et ce qu'il peut faire, c'est surtout changer de forme.
il est même très beau et très séduisant, ce qui va faciliter pour tromper les elfes. Globalement, voilà, ce qu'il faut préciser, enfin je te coupe, mais vas-y. c'est vrai qu'on a cette image de Sauron dans le Seigneur des Anneaux avec, je sais pas, son masque, même au début, hein, avec l'ultime alliance des hommes et des elfes. Mais même là, en fait, faut savoir qu'il ressemble pas à ça à ce moment-là, quoi. C'est vraiment quelqu'un, je sais pas, à part entière, enfin j'allais dire comme toi ou moi, mais du moins quelqu'un de beau, de séduisant. Il est pas déjà en mode guerrier, armure, etc., quoi. Il est vraiment, il a vraiment une autre esthétique à ce moment-là, quoi. Et surtout, Sauron, il va développer un art, c'est de la tromperie. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'il change régulièrement de forme, etc. Donc Sauron, c'est aussi le maître, on va dire, des loups-garous, des vampires. Enfin, voilà, il va créer une île des loups-garous ou autres. Enfin voilà, il va faire énormément de choses. Des petites questions du coup sur ça. Toi, Bertrand, Melkor, Sauron, est-ce que t'apprécies ces personnages? Est-ce que ça te plaît? Ouais, ça me plaît. Après, Melkor, je sais pas si c'est pour faire de la place à Sauron, mais je trouve qu'il disparaît un peu tôt au final. Alors c'est aussi parce que le fait que Melkor, on va ne le retrouver que dans les œuvres littéraires, on va dire. Ouais. C'est vrai qu'à l'écran, on n'a jamais eu l'occasion de le voir et j'ai peur qu'on ne le voit jamais. Maintenant, je trouve qu'il disparaît un peu tôt, ce qui va laisser plus de place à Sauron derrière. Et puis, Sauron, c'est surtout au deuxième âge, alors ce que tu vas dire par la suite, qui est vraiment intéressant avec lui. À ce moment-là, pour l'instant, il est que le numéro 2 qui a échappé, on va dire, à un destin funeste et puis qui prépare le terrain. Mais même là, comme tu dis, il prépare le retour de son maître. Il n'est pas forcément encore dans une optique d'y aller lui-même, quoi. Et c'est après il va prendre les choses en main. Donc pour être complet, du coup Sauron il va rejoindre Angband après que les Silmarils aient été volés, et donc c'est à la bataille de Dagor Bracolak qui voit la déroute du siège d'Angband par les Noldor. Sauron s'empare de la forteresse de Minas Tirith, donc à ne pas confondre avec Minas Tirith, celle qu'on connaît, ancienne Minas Anor, la capitale du Gondor du troisième âge, qui commande la haute vallée de Sirion. L'île de Tol Sirion sur laquelle se dresse Minas Tirith est renommée Tol In Goroth, donc l'île des loups-garous, et est commandée par Sauron. Quelques années plus tard, celui-ci, grâce à la trahison de Gorlim, anéantit les derniers résistants humains, dont Beren est le fils de Barahir, donc qui connaît donc la lignée de, enfin c'est les ancêtres d'Aragorn. Il le retrouve quelques années plus tard, lorsqu'en route vers Angband, Beren est fait prisonnier avec ses compagnons, dont le roi elfe Finrod Felagund, et est emmené à Tol In Goroth. Là, Sauron tue l'un après l'autre tous les compagnons et va vaincre Finrod dans un duel magique. Beren est sauvé par l'intervention de Luthien et du chien Huan qui trompe Sauron sous la forme d'un loup-garou. Il s'enfuit et rejoint enfin son maître. Donc ça, c'est vraiment tout ce que fait Sauron pendant le premier âge. On peut dire aussi que Sauron, moi je trouve qu'il est quand même caché. Enfin, il est vraiment forme lieutenant et il est derrière Melkor. On peut dire que le premier artisan du mal, c'est quand même Melkor. Oui. Et lui, il va créer quelques brèches, il va vraiment façonner en second plan. C'est vraiment le rôle du lieutenant, quoi. C'est l'épaulé plus dans l'ombre. Moi je trouve que clairement, alors j'adore Melkor. Ne pas le voir à l'écran, ça me perturberait pas. Je trouve que ce moment-là on va dire d'Arda, je pense que c'est pas filmographique du tout. Je pense que ça serait complètement démesuré d'avoir des dieux en même temps que des hommes, en même temps que des nains. Non, ce serait alors maintenant attention, parce qu'au cinéma on voit de plus en plus des choses osées, excentriques, enfin ce que l'on veut. Mais de là à voir tout ça, moi ça me paraît très étonnant. Peut-être sous une forme, je sais pas, animée et encore. Mais ouais, je pense qu'à mon avis on le verra pas. Ouais. Et je pense que clairement pour s'attaquer à ça serait beaucoup trop difficile. Déjà, je pense que les fans ils aimeraient. Il y a un côté qui aimerait, mais je pense que ça doit être compliqué à déjà être cohérent avec le Silmarillion. Déjà, quand tu le lis plusieurs fois, t'as déjà des fois des difficultés à remettre tout dans l'ordre, qui est qui, pourquoi, quand, parce que ça s'espace sur déjà un nombre d'âges qui est énorme en termes d'années. Voilà. Donc autant les elfes, eux, vont traverser les âges, donc du coup ça peut aller. Autant les hommes, etc. Ça risque d'être vraiment compliqué. Donc je pense que c'est compliqué. Mais en tout cas, j'adore Melkor. Sauron, en ce moment-là, j'ai pas encore d'affinité particulière avec lui. Non, là tu peux pas. Vraiment en second plan, mais Melkor, j'aime beaucoup et c'est surtout le premier qui vraiment donne du fil à retordre. J'aime bien aussi cette façon de devoir contrecarrer les Valar. J'aime bien aussi, il va pas, lui pour le coup, il va tout de suite, il va les mettre dans le mal. Enfin, je veux dire, en détruisant leurs arbres, etc. C'est vraiment quelque chose de fort. Et je trouve que, avec les Silmarils et autres, enfin, tout est préparé en fait. Il va mettre le temps, mais tout est préparé. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Sans Melkor, il n'y a pas forcément beaucoup d'histoire à ce moment-là, quoi. Enfin, après, ça va être la création d'Arda et puis tout ce qui va s'en suivre. Mais sans cet élément perturbateur, comme dans beaucoup de fiction, après, t'auras pas d'histoire en particulier si lui n'est pas là, quoi. Donc c'est sûr qu'il fait le sel du premier âge, on va dire.
Toi Bertrand, est-ce que tu as aimé ces systèmes de forteresse Utumno et Angband? Quand on sait que là-bas, donc, dans Utumno, il y a aussi des balrogs, il y a des dragons, il y a vraiment des grosses forces du mal, mais là on parle vraiment de grosses forces du mal. C'est-à-dire les orques à côté c'est rien, là on parle vraiment de balrogs, il n'y en a pas que un, il y en a vraiment beaucoup. Est-ce que qu'est-ce que tu en penses globalement? Ouais, bah ça fait partie des choses, on parlait de Melkor, ça fait partie des choses que tu aimerais voir représentées parce que ça, sur le papier, ça a une certaine allure quoi. En plus, donc voilà, t'as Utumno Angband. Oui, c'est vrai que bah, c'est attrayant sur le papier. Maintenant, malheureusement, c'est assez dur d'en dire beaucoup plus dans ce sens-là parce que tu le vois que par écrit. Donc oui, ça a de l'allure sur le papier, en tout cas, c'est clair. Et s'il y en a une que tu devrais voir le plus, tu préférais voir Utumno ou Angband? Bah Angband. Ouais. Angband pour voir à la limite Melkor quitte à rester dans le mystère, restons dans le mystère et qui reste à Utumno et on s'imagine ce qu'on veut. Mais si on voulait faire quelque chose d'encore plus complet sur Sauron qui lui va durer bien plus longtemps que Melkor, ça aurait été bien de voir presque où il démarre. Moi j'avoue que j'ai un fait pour Utumno, clairement c'est la plus grosse forteresse du mal, donc elle va être refaite, hein, les caves, on dit que les souterrains sont immenses et j'imagine juste visuellement ce que ça donnerait avec tous les balrogs, avec tout ça, ça serait juste quelque chose de magnifique et j'aimerais bien le voir. Après je souhaite pas parce que j'ai trop peur de ce que ça donnerait à l'écran, mais franchement je pense que ça va juste être magnifique et tu dois en prendre plein la tronche pendant un certain temps donc ouais non bah faut quand même s'imaginer que ça va être bien plus imposant que ce qu'on voit au Mordor par exemple. C'est clair. La création des orques, donc on sait que les orques ont été créés à partir d'elfes tourmentés. Toi Bertrand, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Est-ce que ça t'intéresse? Que tu trouves bien cette idée en fait de prendre des elfes qui sont des êtres purs et justement de les torturer jusqu'à temps que ça devienne une autre race? Est-ce que ça te plaît? Alors posé comme ça fait un petit peu genre un peu sadique, mais oui ça me plaît parce que justement c'est bien que le mal soit créé à partir du bien. Enfin je trouve ça intéressant. En fait si ça avait été je sais pas moi une espèce de matière brute qu'on avait façonné direct en mal, bon bah après tout il y en a après les dragons. Oui voilà il y en a. Ou comme les balrogs ça s'en est, hein, c'est de voilà. la matière brute pure. Mais justement je trouve ça intéressant qu'il y ait autre chose et que tu puisses je vais pas dire pervertir parce que c'est pas pervertir mais du moins transformer quelque chose de bien et de lui faire beaucoup de mal jusqu'à ce que ça devienne le mal quoi. Donc ouais carrément. Moi je trouve ça vraiment génial en fait. Encore une fois je trouve que Melkor ce qu'il fait c'est on sait, il sait très bien qu'Ilúvatar, les premiers-nés, donc les elfes, sont ses créatures préférées. Il sait que les Valar vont vouloir eux-mêmes les avoir, ils vont devoir les protéger aussi. Et le fait qu'il les découvre en premier, c'est un peu de jackpot pour lui. Ouais. Quand il les voit, il se dit oh là là, je vais les prendre. Et il sait qu'ils vont avoir une certaine puissance aussi. Et les avoir tout de suite dans ses rangs, et c'est très intelligent de sa part. Et je trouve que le fait non seulement de prendre ces êtres-là et pas de les corrompre juste, mais de les corrompre et en plus de les façonner, je trouve que c'est vraiment bien joué. Et j'aime bien en fait ce côté aussi montrer que dans Arda, bien qu'il y a vraiment un contre-courant, c'est-à-dire que d'un côté on a les Valar qui façonnent tout de la plus belle merveille de tous les temps, je veux dire tout est bien fait, tout est beau, tout est gracieux, tout est brillant et lisse. Et de l'autre côté t'as Melkor qui est tout le contraire et alors un peu trop peut-être, mais je trouve que tout est noir, tout est dark et j'aime bien ce côté de dire non seulement je te prends tes tes meilleures créations et je les retourne contre toi. Et en plus, je les retourne contre toi et à ma manière, je trouve ça génial. Ouais, non, ça c'est vrai que c'est plutôt oui comme tu le dis, c'est bien joué parce que il prend les meilleurs éléments, on va dire des ennemis puis il en fait des des combattants pour lui à sa sauce quoi. Et non, ça c'est clair que c'est bien. Alors après on verra que les orques c'est pas ce qu'il y a de plus sexy dans le mal quoi, non, mais dans l'idée oui. Donc toi, imagine que t'es un des Valar, hein, tu vis à Valinor, donc t'es bien, t'es posé. Je suis plutôt tranquille. Tous les jours, tu manges entre Manwë et Yavanna. Dis-toi, donc vous avez capturé Melkor. Est-ce que tu trouves ça normal que les Valar eux-mêmes aient pu laisser libre Sauron, parce que du coup ils ont connaissance quand même de cette personne, ou alors tu trouves ça un peu choquant et t'aurais dit bon les gars, il va peut-être falloir le tuer parce que si on le laisse lui, bien qu'on ait le maître, lui va quand même façonner, va continuer à vivre. Ouais, c'est un peu de la naïveté. Moi, effectivement, je trouve pas ça normal dans le sens où c'est de la naïveté de se dire on laisse le numéro 2 parce que sans le numéro 1, il pourra rien faire. Non, effectivement, à partir du moment en plus où t'as pris un incendant clair en capturant le grand chef, autant finir maintenant, autant punir tout le monde et puis tu le trouves et tu t'assures que il y aura pas de relève en fait. Maintenant, il pense avoir fait le plus dur à ce moment-là, ce qui est un peu le cas d'ailleurs, mais
Mais oui, moi effectivement, parce que effectivement, je crois qu'il n'est pas dit qu'il le cherche derrière. Non, pas du tout. Alors que ouais, moi je pense que ça aurait été logique de le faire. Ouais, moi aussi. Moi, je trouve que les Valar, ils ont bien un défaut, c'est la suffisance. Je trouve ils savent qu'ils sont puissants. Et alors évidemment, Tolkien a fait ça aussi, je pense, pour une facilité d'histoire. Ouais, de poursuivre l'histoire. Voilà. Hein. Mais je trouve qu'à chaque fois, les Valar font vraiment preuve soit de suffisance, soit de trop peu d'implication. Ils vont donner trop rapidement d'autonomie en fait à aux races auxquelles ils sont censés protéger, on va dire. Et le truc, c'est que Melkor, lui, il va directement les affronter. Et trop souvent, les Valar vont dire oui, bah, vous allez vous débrouiller. Et c'est au moment où, bah, bon, les gars, on a perdu, on va dire 50 ou 70% de nos peuples, il va falloir nous aider. Moi je trouve ça dommage, c'est que à un moment aussi les Valar se disent pas bah Sauron il va falloir le prendre, surtout que c'est facile, enfin ils ont eu Melkor, ils font une pierre deux coups, ils font Autumno, ils savent qu'il y a Angband, ils le font aussi, et non ils l'ont laissé loin, et on le voit par la suite, il va continuer à créer en fait, il va continuer à façonner les ténèbres en fait, surtout en terre du milieu, et c'est ce qui va faire que du coup il va autant résister et que Melkor ne sera au final presque jamais détruit. Et on peut dire que alors autant ils vont détruire, repousser Melkor, mais ils vont jamais détruire en fait tout ce qu'il a façonné, et que Melkor vit toujours ici. C'est ça, disons que son œuvre continue perdure en fait à travers le temps. Et c'est vrai que du coup les Valar, enfin ils sont toujours dans la réaction un peu, et ils sont toujours au moment quand ils sont dos au mur là ils vont passer à l'action. Mais c'est vrai qu'ils prennent jamais les devants, et de se dire voilà, même en position de force, ils vont jamais mettre le dernier coup de pelle quoi. Ils sont toujours dans la réaction, et c'est vrai que c'est dommageable surtout pour eux par la suite quoi. On va attaquer le second âge, donc au deuxième âge, après la défaite finale de Morgoth. Alors attention, il va y avoir un petit résumé, un grand résumé. Lors de la guerre de la grande colère, Sauron fait acte de contrition devant Eonwë, le Maya qui commandait l'armée des Valar venue assaillir Angband. Le repentir de Sauron semble sincère, et il est prêt à faire pénitence de ses actes passés. Eonwë, obéissant aux ordres de Manwë, qui voulait juger Sauron pour ses crimes, donc ça aussi il faut le savoir, ordonne à Sauron de se rendre à Valinor pour y recevoir la sentence des Valar, mais craignant leur colère, celui-ci préfère s'enfuir et retombe peu de temps après, dans l'emprise du mal. Sauron s'installe ensuite en Mordor, au pays donc cerné par des montagnes, donc on peut voir, et c'est là qu'il va entamer la construction de Barad-dûr, sa célèbre forteresse, qui est même grande et puissante. Prenant une belle apparence, par la suite, il va séduire les elfes des régions, donc ceux qui sont en terre du milieu, sous le nom d'Anatar, qui veut dire le dispensateur, en Kenya. Et par la suite, il va commencer à créer les anneaux de pouvoir, donc ceux qu'on connaît même trop bien. C'est ça, en 1500 du deuxième âge, je crois. C'est à peu près ça. J'ai pas la date sous mes yeux, mais je fais confiance à toute ta culture. Merci. Et donc du coup, en créant ces anneaux de pouvoir, il va pouvoir dominer non seulement elfes, hommes et nains. Enfin, c'est ce qu'il pense. Et il va surtout créer l'anneau unique, celui qui va donc les gouverner tous pour lui-même. Et donc, il va émettre une très grande partie de son pouvoir, ce qui va permettre de dominer les autres anneaux. Cependant, il ne prendra pas part aux créations des elfes, donc aux créations des anneaux des elfes, à Narya, Nenya et Vilya, qui vont être donnés à Círdan le Charpentier, là je t'aiderai pas. Là je sais pas. Galadriel, et qui vont être donnés. Ouais, je les ai plus. Je vais dire une bêtise. C'est pas Celebrimbor le troisième. Non. Elrond en a un sur Elrond, Galadriel et Círdan le Charpentier. Pour moi, ce serait les trois. Ou non, c'est Gil-galad. Gil-galad. Ça me parle plus là. C'est Gil-galad, pardon. Et donc du coup, enfin bref, ce qui va pousser, donc il va donc pouvoir créer donc tous ces anneaux, donc avec l'aide de l'elfe Celebrimbor. Ils vont créer surtout ceux des hommes et des nains, mais autant Sauron ne participera pas aux anneaux des elfes et Celebrimbor à l'anneau unique, ce qui va faire que les elfes ne pourront jamais être sous l'emprise de l'anneau unique, ce qui fait que eux vont rester le même peuple donc qu'ils étaient avant, et c'est pourquoi les elfes donc du coup vont devenir les Nazgûl, et les nains eux vont avoir justement parce qu'ils sont plus puissants et ils ont une autre leur race étant plus dure, et ils vont continuer à s'endurcir de plus en plus, et c'est pour ça qu'on les voit de moins en moins en fait en terre du milieu, c'est qu'ils vont s'exiler un petit peu, partir ailleurs et être à part. Donc d'un côté Sauron y arrive presque. Toutefois, il ne peut pas redécouvrir la cachette des trois anneaux, donc il va quand même faire en sorte de les rechercher, seulement il n'y arrivera pas.
Peu après la chute des régions, Sauron est mis en déroute par l'armée de Gil-galad, le haut roi des Noldor, aidé par une armada des hommes venus de Numénor. Sauron se révèle alors ouvertement et donc rassemblant autour de lui des orques et autres créatures de Morgoth. Après avoir pris le titre de roi des hommes, il subit la colère des Numénoréens par Ar-Pharazôn, le puissant roi de Numénor, mis au défi par les prétentions de Sauron, débarque en Terre du Milieu à la tête d'une grande armée pour le soumettre. Avec Maléfice, Sauron se présente à seul et désarmé devant le roi et semble se soumettre à sa puissance. Capturé et emmené à Numénor, Sauron s'insinue dans les bonnes grâces du roi et profite de son orgueil et de son désir d'immortalité pour le persuader de lancer un assaut contre Valinor, donc contre les Valar eux-mêmes, lui faisant croire qu'il est de taille, puisqu'on peut dire qu'à ce moment-là, l'île de Numénor est sûrement le peuple est le plus puissant de tout Arda, de parce qu'il c'est la grande puissance d'Arda à ce moment-là. Exactement. On dit vraiment qu'ils peuvent même carrément lutter avec les elfes. Donc voilà. Et par la suite, du coup, nous allons avoir des Numénoréens qui vont aller s'attaquer tout de suite à Valinor. Donc lorsque l'armada d'Ar-Pharazôn débarque aux plages de Valinor, Ilúvatar, père des dieux, intervient à la demande de Manwë et provoque un cataclysme qui engloutit l'île de Numénor au fond de l'océan et sépare à tout jamais Valinor de la terre des mortels. Le corps matériel de Sauron est détruit lors de la submersion de l'île, mais son esprit retourne après un certain laps de temps en Mordor, désormais capable de revêtir une belle apparence pour séduire hommes et elfes. Après avoir réuni ses forces, Sauron attaque le royaume du Gondor, fondé par les exilés numénoréens, mais il est finalement défait à la bataille de Dar-Gulad par les armées de la dernière alliance des hommes et des elfes. Que l'on voit à la fin du premier film. Exactement. S'ensuit le siège de Barad-dûr qui dure 7 ans, qui se termine lors d'une sortie en masse des forces ténébreuses menée par Sauron lui-même, donc on peut le voir aussi dans le film. Ensemble, Gil-galad et Elendil parviennent à l'abattre en combat singulier, mais meurent dans l'action, et c'est Isildur, le fils d'Elendil, qui l'anéantit en lui coupant le doigt, qui portait l'anneau unique. C'est ça. Alors je rectifie, on le voit au début du premier film. Oui, je crois avoir dit à la fin. C'est au début Bon, après on l'aura ça aurait compris. été un peu bizarre. Non, mais... C'est intéressant de revenir sur ça parce que, alors du coup, les petites questions vont arriver par la suite. Je trouve ça bien surtout d'avoir une bataille qui soit faite entre Gil-galad, Elendil et Isildur face à Sauron. Simplement pourquoi, c'est que on s'est tous posé la question pourquoi Sauron dans le film, si vous vous remémorez bien cette scène, pourquoi il tend la main vers Isildur en fait. Et c'est ce qui fait que Isildur tranche la main avec l'épée de son père, le peu d'épée qu'il reste. Et moi je trouve ça bien justement, j'aurais bien aimé voir ce combat en fait tout simplement de 3 personnes contre Sauron et de le voir à la fin que tout le monde meurt de ses blessures sauf Isildur et qui arrivera justement à vaincre Sauron. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais aimé voir ou pas du tout? Ouais, bah déjà ça me semble bien plus visuel et filmographiquement possible que ce qu'on disait au premier âge. Ça, à mon avis, c'est quelque chose que l'on verra sous un je ne sais pas quel format, mais je pense que tout ce qui concerne le deuxième âge et Sauron, pour moi c'est vraiment la partie la plus intéressante de Sauron, et je pense que ça c'est un truc qu'on peut espérer voir par la suite sur une série, va savoir. Et oui, clairement, parce que pour moi c'est vraiment le passage le plus intéressant de Sauron. Et précisons aussi qu'au moment où Numénor chute et que son esprit, son apparence physique change, là encore il ne devient pas l'œil qu'il devient au troisième âge, mais voilà, prend cette apparence que l'on voit au début du premier film, c'est-à-dire ultra maléfique avec son armure, et là il se rapproche peut-être plus de Melkor physiquement, même s'il est beaucoup moins grand, voilà. Mais en tout cas, oui, ça c'est super intéressant, et oui, j'aimerais le voir. Ouais. On va revenir sur les anneaux. Toi Bertrand, est-ce que tu trouves que ce système d'anneaux c'est une bonne idée de la part de Sauron afin de soumettre justement tous les peuples libres de la Terre du Milieu à son anneau unique à lui? Oui, clairement, parce que déjà là il y a toute sa ruse et puis en même temps sa force, c'est de convaincre d'une manière entre guillemets légale les elfes de travailler avec lui. Donc il les séduit, il les trompe, et effectivement avec cet anneau unique derrière, ça lui permet d'avoir une emprise sur la Terre du Milieu de manière simple, sans mener une croisade incroyable en prenant les armes et en risquant de perdre. Là c'est vraiment un stratagème efficace, presque simple, et il se sert de ses ennemis pour lui donner sa puissance. Oui, pour moi c'est parfait. Ouais. Moi je trouve ça génial. En plus j'aime bien ce concept. Alors la chance des elfes c'est qu'il n'ait pas participé à la création de ces anneaux, sinon on n'imagine même pas qu'est-ce que ça aurait pu donner par la suite. Moi j'aime bien justement ce côté de Sauron où il sait qu'il est moins fort de par le nombre, de par même lui il est tout seul face à toutes les
grande tête, on va dire, des différentes races, c'est qu'il joue sur les faiblesses de ses ennemis. On peut voir justement avec Ar-Pharazôn que justement il va utiliser son orgueil, disant oui, vous êtes plus fort que moi, pas de souci. Par contre, je peux vous donner je peux vous aider quand même moi. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'au fur et à mesure des années, alors il va rester un certain nombre d'années à côté de lui et va le retourner contre les Valar justement. Ce système d'anneaux aussi, donc autant les hommes, il les en 2 claquements de doigts, mais il va leur promettre une longévité, une plus grande puissance. Il va faire, enfin voilà, c'est quelque chose de fort en fait, et je trouve ce concept qui est vraiment génial. Enfin, je me remets dans le contexte aussi où quand Tolkien il écrit ça, enfin l'histoire fantastique est pas spécialement beaucoup développée à travers la culture mondiale, on va dire. Non, c'est clair. Ouais. Et ce qu'il sort là, en fait, c'est une idée. Enfin, moi, je trouve que c'est une idée de génie, en fait. Ouais, non, c'est clair, c'est une super idée. Et puis c'est vrai que faut préciser que les hommes, ils sont décrits comme la race la plus faible, des mortels, sujets aux maladies, etc. Et c'est aussi comme ça que Sauron arrive à les avoir, parce qu'effectivement, ces anneaux peuvent contrer toutes les faiblesses naturelles des hommes, quoi. Et donc, du coup, bah oui, c'est super intelligent de sa part. Et c'est vrai que ce que crée Tolkien à ce moment-là, donc ce système d'anneaux et puis enfin d'histoire tout simplement, c'est vraiment du génie à ce moment-là. Ouais. Moi je la trouve vraiment fascinante, enfin même jusqu'à donc un anneau pour, enfin voilà, même le dicton en fait tout simplement, je trouve vraiment beau. Je trouve que tout est bien fait, tout est bien pensé, tout est millimétré, et que chaque race justement a ses propres faiblesses et qu'on arrive à les exploiter aussi bien, et ce qui fait que Sauron gagne une grande partie, enfin sur une partie d'échecs on va dire, là il fait un coup de maître en fait. Non, c'est clair. Il bat pas tout le monde, mais déjà les elfes, enfin c'est ce qui va permettre aussi de diviser en fait tout simplement tous les peuples. Et je trouve que Sauron il arrive toujours à avoir ce petit temps d'avance sur les autres, et ça c'est vraiment une bonne chose en fait. Enfin je trouve pour lui, c'est vraiment ce qui l'aide beaucoup, et ce qui va faire qu'il a une grande puissance en fait à travers tout Arda, quoi. Non, c'est clair. Et puis on parle souvent que les forces du mal perdent de par leur orgueil. Et là, en fait, on voit que c'est les gentils. C'est les gentils qui succombent à ça. Et de montrer aussi cet orgueil et cette recherche de pouvoir chez les gentils, et que ce soit le mal qui en profite cette fois. Et là, je parle pas du Seigneur des Anneaux, j'étends à beaucoup plus sur toutes les histoires fantastiques. C'est intéressant de le voir sous cet angle-là aussi. Ouais, parce qu'en général, c'est plus l'inverse. Ça va être comme on va l'avoir dans le Seigneur des Anneaux pour le coup. Ça va être la petite puissance qui va vaincre le grand méchant, etc. C'est ça. Là, c'est l'inverse. Et là, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir ça. Et je suis d'accord avec toi. Pour toi, est-ce que Sauron a dépassé son maître, donc Morgoth ou Melkor? Oui, je pense. Alors Melkor, c'est vrai qu'on a vraiment synthétisé ce qu'il a fait au premier âge, quoi. Parce que il y a eu des grandes guerres, etc. Il a été et même si Melkor, mine de rien, il a été sur Valinor, il a mis un beau bazar, tout ça. Là, c'est vrai que Sauron, à partir du moment où il fait forger les anneaux et il devient un peu le maître de tout ça, le Seigneur des Anneaux, là pour moi, à partir de ce moment-là, il passe au-dessus, parce que il va étendre sa domination. Même en termes de temps, j'ai pas les dates, je sais pas s'il dure plus longtemps, tu sais, au sommet, quoi. Mais en tout cas, il va étendre son pouvoir d'une autre manière. Non, je pense qu'il dure moins longtemps. Le premier âge est vraiment très long, le deuxième âge un peu moins, et le troisième âge, voilà. Non, c'est vrai que ça va être moins long, mais en tout cas, il va plus dominer, et puis d'une manière plus intelligente, en fait. Mais le corps, mine de rien, c'est un peu bourrin quand même. Après, moi je trouve que c'est plus bourrin, mais il arrive vraiment à faire face à. En face de lui, il a plus les mêmes personnes. Je veux dire, bien que Sauron doit faire face aux Numénoréens, aux elfes, aux hommes, etc. À ce moment-là, les civilisations sont pas forcément toutes développées. On peut voir notamment les hommes sur les terres du milieu, ou les elfes en des régions, où toutes ces personnes-là, c'est pas, si tu veux, les Noldor, c'est pas forcément les Numénoréens. C'est par contre eux qui vont lui provoquer sa chute. Mais pour le coup, je trouve que il a moins d'opposition. Je trouve que à Sauron, parce que Melkor, en fait, je trouve que lui, au premier âge, il va devoir faire justement au Noldor, mais pur et dur, si tu veux, donc Fëanor avec tous ses fils. Il va devoir affaire à des nains qui ont développé des savoirs ou des comment dire. Je trouve pas le terme. Des compétences, boucliers, des armures en fait, des capacités à affronter les dragons. Donc on dit que sans eux, il y aurait pu avoir de grosses défaites, dans différentes guerres. Et je trouve que Melkor, en fait, lui, il arrive à vraiment affronter et vraiment à vaincre différentes grandes puissances, puisqu'on va dire que les puissances sont sur le déclin à chaque fois. Plus les âges passent et plus vraiment on arrive dans. Alors bien que ça perdure quand même, mais on va dire les grandes puissances étaient là au début, puis au fur et à mesure du temps, ça s'estompe un petit peu parce qu'on laisse plus de liberté. On va avoir donc des hommes qui vont diriger plus la terre du milieu. Après, il y a quand même les Numénoréens, mais je trouve que Melkor, lui, pour le coup, a plus à affronter que Sauron, en fait.
Non, c'est vrai qu'il a, bon, oui, c'est vrai qu'il a peut-être plus à affronter, mais je trouve que Sauron, la manière dont il agit et son stratagème il est plus, d'anneau. enfin moi je suis d'accord, il est plus intelligent, sa manière de faire, et moi je la préfère aussi. C'est pas Melkor qui arrive, qui rentre dans le tas, blah, Ouais, voilà. et Ouais. c'est souvent ça. Après Melkor, enfin moi je trouve on voit beaucoup comme je disais, de Melkor en Sauron, c'est parce que la tromperie, tout simplement, il va réussir à tromper ses ennemis, et bien comme Melkor l'a fait avec les Valar, et bien Sauron va le faire avec les Númenóréens. C'est ça. Et puis il faudra carrément que ce soit Ilúvatar qui intervienne à un moment pour dire oula, là, on est en train de tout nous échappe quoi. Ouais, donc voilà, mais il est un peu cheaté d'ailleurs. C'est vrai qu'il est un petit peu cheaté. Ouais. Ok. Et bien du coup, détruire les Númenóréens. Est-ce que du coup, tu trouves que ce plan est intelligent, justement de les envoyer contre Valinor, où il avait du coup pas anticipé Ilúvatar lui-même arrivant et créant le cataclysme. Est-ce que du coup tu trouves que c'est bien joué de leur part, ou au contraire il aurait pu faire autrement? Non, c'est quand même super bien joué, parce que si tu reprends le contexte, mine de rien, t'as Númenor sur Arda qui est la grande puissance, et puis ce qu'on disait tout à l'heure, défier cette puissance, c'est ce qui se trouve sur les terres immortelles. Donc tu représentes les deux grandes puissances au final à ce moment-là, et qui surtout sont les ennemis de Sauron, naturels de Sauron. Là il prend son ennemi numéro 1, il l'envoie contre son autre ennemi numéro 1, et puis après lui il est tranquille dans son cachot à Númenor, ou du moins dans sa petite cellule quoi. Donc ouais, non, c'est super intelligent, parce qu'il fait affronter ses deux pires ennemis, puis lui il a qu'à regarder. Oui, c'est ça. Donc non, c'est parfait quoi. Après ce qu'il n'anticipe pas, c'est vraiment Ilúvatar pour le coup. Oui, non, ça c'est effectivement, il le voit pas venir, mais j'ai envie de te dire, à ce moment-là, au pire, c'est presque pas grave. Enfin, c'est-à-dire que oui, il y a la chute de Númenor, lui physiquement il va en prendre un coup, et puis il va revenir sous une autre forme, mais mine de rien, après ça, pour moi c'est quand même lui qui sort gagnant, et on le verra par la suite, il va détruire les régions, tout ça, et il reste, c'est peut-être lui qui devient le plus puissant après tout ça, tu vois. Et est-ce que c'est pas un peu trop facile justement que en fait Sauron ne meurt jamais, et que justement, est-ce qu'il aurait pu mourir clairement dans le cataclysme, et est-ce que c'est pas un peu facile de la part de Tolkien, alors je m'excuse pour Tolkien, mais justement de le renvoyer sous une forme, on va dire autre, justement au Mordor? Alors après, petite question, mais il a déjà son anneau unique à ce moment-là, non? Oui, du coup. Donc du coup, et on verra par la suite, mais c'est ce fameux anneau qui le maintient. Ouais, qui le sauve et qui. Donc après tout, de ce qu'on voit par la suite, non, ça me semble logique. Enfin, nous on en parlait tout à l'heure, mais ce système d'Horcrux, on disait ça en off, mais voilà, écoute. Non, à partir du moment où ça s'est fait. En fait, s'il y avait eu zéro raison, tu vois, genre il revient comme ça parce qu'il revient, ouais, ça aurait été un peu bizarre, mais là on peut supposer que c'est ça, donc après tout, et c'est ce qui me fait penser que son plan est vraiment parfait, Ilúvatar ou pas, quoi. Bon, je suis entièrement d'accord avec toi, je trouve que c'est son ennemi principal, on va dire à ce moment-là. La puissance est telle que pour les affronter, voilà. De toute façon, il s'est déjà fait battre par eux-mêmes directement. Donc il se dit bon, si j'arrive à déjà je me les mets dans la poche, et en plus derrière je les fais affronter les Valar. C'est bien joué, c'est franchement bien c'est joué. clair, ouais. Et bravo à Sauron. Ouais, bien sûr. Et puis en plus, on verra qu'après tout ça, donc on parle de changement de monde, parce que les terres immortelles s'éloignent de Arda. Moi je trouve même que sa victoire est quasi totale. Ouais, non, ce que j'allais dire. Il survit, il enlève une des plus grandes puissances de toute l'histoire d'Arda, et en plus de ça, les Valar en fait partent. Ouais, voilà, et se détachent de tout en fait. Donc, est-ce que toi tu trouves ça normal justement que les Valar partent justement? Est-ce que le fait maintenant on les rende même inaccessibles, il n'y a que quelques personnes qui y arriveront, mais est-ce que du coup tu trouves ça bien joué? Est-ce que t'aimes bien cette idée? Alors, est-ce que j'aime bien cette idée où en fait on voit que, ces Valar justement, eux, je pense qu'ils sont pas là. Enfin, ils s'occupent de leurs affaires courantes, on va dire. Ils vivent leur vie en terre immortelle. Et puis au final, ils se rendent compte que ce qui se passe sur Arda, c'est presque pas de leur fait. Enfin, ils s'en fichent un peu, quoi. Il y a ceux qui sont dessus, mais ceux qui sont pas dessus, après tout, ils sont détachés de ça, quoi. Moi, je trouve ça. Enfin, moi, j'aimerais revenir vite fait sur les Valar, même si c'est pas trop le débat d'aujourd'hui. Je trouve ça un peu facile à chaque fois. Je le disais tout à l'heure, c'est que au final, tu vas avoir des divinités qui vont être là, qui vont protéger, qui vont instruire, qui vont apporter beaucoup de choses, même pour Arda. Et au final, dire maintenant on a fini notre boulot. Vous vous débrouillez un petit peu. Moi, je trouve. Mais c'est à l'image un petit peu de l'image que l'on a justement de la religion chez nous, en fait. Enfin, c'est-à-dire, Dieu et sa bande vont faire ce qu'ils ont à faire sur Terre, c'est-à-dire qu'ils vont poser les bases, les fondations, mais après, ils sont pas dans un contrôle total, et puis ils laissent un libre cours. Oui, au final, chacun est à son libre arbitre, et dire qui fait quoi, puis après, par contre, si on nous attaque. Voilà, parce qu'au final, si les Valar se mêlent de tout et commencent à
on va dire, à gouverner leur création, bah on tombe dans un système où je sais pas, tu sais, c'est un peu totalitaire ou ce que tu veux. Donc pour moi, à partir du moment où c'est des divinités, il y a une forme de logique en fait. Et du coup, alors je voulais revenir sur la destruction de Sauron. Globalement, on va dire toute cette épopée numénoréenne avec par la suite revenir en Terre du Milieu et la destruction de Sauron. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu apprécies? Est-ce que tu aimerais le voir à l'écran? Donc tu parles de la dernière bataille, l'Ultime Alliance, tout ça? Ouais, c'est ça. Bah, ouais. Même juste que tu vois. En fait, imagine que demain, on sait très bien que du coup, en à peu près 2020, il va y avoir une série Seigneur des Anneaux dont on sait toujours pas forcément de quoi elle parle. C'est ça. Ouais. Mais imagine que on vend le truc, on dit Bertrand, on a besoin de toi, et est-ce qu'à l'écran tu pourrais imaginer mettre tout ce secondage en fait en série et dire bah voilà, maintenant on va prendre tout ce qu'on vient de raconter. Et on va dire la fin de ta série, ce serait la défaite de Sauron par Isildur, etc. Gil-galad et Elendil. Non, en tout cas, je serais pas étonné qu'on me le demande. Après, c'est vrai que oui, moi j'adorerais le voir. Après, c'est vrai que sur cette histoire que je trouve peut-être la plus passionnante au final, mais ça me paraît dur à illustrer en série, tu vois. À la limite, j'aurais presque plus une sorte de série de films où il y aurait beaucoup de coupes. Hein. Enfin, je veux dire, on synthétiserait un maximum. En série, en tout cas, si j'apprends que c'est ça le sujet demain, moi je suis super content. Hein, j'ai envie de le voir à fond, hein, ça c'est clair. Maintenant, sous forme de série, quand on sait comment ça doit tenir, un nombre d'épisodes, un nombre d'intrigues à respecter, etc. Je sais pas, pour moi ça me semble un peu plus linéaire que ça, tu vois, comme histoire. Donc, je suis pas persuadé que ça sera un super rendu en fait. Moi je trouve que franchement ça pourrait être bien. Enfin, après du coup ça serait difficile à suivre, mais on peut voir que notamment des séries comme Game of Thrones ou autres, tu t'arrives à suivre mine de rien. Oui, non, c'est ça. Mais tu vois, Game of Thrones, il y a des intrigues que j'arriverais pas à retrouver dans cette histoire-là. Alors il pourrait en développer, mais je pense qu'il faudrait qu'ils sortent des sentiers battus de l'histoire de base en fait. Ouais, mais ce serait trop compliqué. Et puis tu mettrais des personnages enfin tu vois. Enfin, je pense que tu toucherais à Tolkien et là c'est pas ce que veut notamment la famille Tolkien. Non, c'est ça. C'est pour ça que ça m'étonnerait un petit peu de le voir sous forme de série. Et sous forme de film, je dis pas. En tout cas, j'adorerais le voir quoi qu'il arrive. Hein. Après, s'ils veulent faire en série, qu'ils le fassent. Mais ça me paraît compliqué. Et la défaite de Sauron de cette manière-là, est-ce que tu la trouves légitime ou est-ce que du coup tu trouves que c'est un peu facile? Ou pas du tout, au contraire? Bah facile, non, dans le sens où quand même, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après il détruit les régions, qu'il va dominer, qu'il va étendre sa domination aux hommes du sud et de l'est. Et donc on voit qu'il y a vraiment quand même un petit règne de Sauron qui s'installe avant cette dernière alliance. Ouais, la Terre du Milieu, elle est à lui. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et justement, la Terre du Milieu se vide pour aller se battre contre lui, un petit peu ce qu'on verra à la fin dans le Retour du Roi. Ouais. Donc je dirais pas que c'est facile dans le sens où au final ils y vont tous contre lui quoi. Donc non, moi elle me semble juste, surtout que c'est pas sa défaite finale. Moi je la trouve même plutôt classe. Enfin je trouve qu'au final le fait que plusieurs personnes, enfin le peuple s'allie afin d'affronter un même mal, etc. Je la trouve vraiment bien. J'adorerais voir Gil-galad. C'est un des personnages qui est emblématique du second âge. Qui va aller affronter Sauron, donc qui meurt face à lui. On va avoir aussi Elendil et toute la puissance donc des fidèles, donc fidèles aux Valar, on les appelle comme ça, les Numénoréens qui n'ont pas trahi justement les Valar. Voir aussi leur puissance, le fait d'avoir apporté aussi, on voit l'arbre blanc, donc Nimrod, je crois, donc au Gondor qui est toujours là, de revoir ses puissances repartir. Et c'est pour ça, du coup, est-ce que toi t'es Sauron? Quand tu les vois arriver et tous débarquer en Terre du Milieu, est-ce que comme lui, tu les aurais rapidement attaqués ou t'aurais attendu d'avoir plus de force pour pouvoir les contrer? Non, alors pour le coup, je pense que j'aurais fait comme Sauron, c'est-à-dire j'essaye d'étouffer l'adversaire directement, quoi. Bon, au final, on voit que sur cette dernière bataille, ça paye pas. Mais en tout cas, je pense que la tactique elle est bonne parce que des fois, on peut reprocher le côté un peu passif du mal, je suis tellement fort que je m'en occupe même pas, etc. Bon, au moins Sauron, lui, il se pose pas trop la question, il attaque quand il faut attaquer. Donc non, moi ça me semble être la bonne tactique à ce moment, quoi. Bon, je suis d'accord. Le troisième âge, du coup, donc c'est là où il va y avoir notamment la guerre de l'anneau. Donc on s'arrêtera avant la guerre de l'anneau puisque vous la connaissez, on va pas vous la répéter. Sauron, qui avait mis dans l'anneau unique une grande partie de ses pouvoirs de Maya, les perd lorsqu'Isildur s'empare de l'anneau. Très affaibli, il est incapable de retrouver une apparence physique. Il se réfugie dans l'est de la Terre du Milieu et réapparaît donc incognito vers 1000 du troisième âge à Dol Guldur, au sud de la forêt de Grande Peur, alors connu sous le nom de nécromancien, qu'on peut voir notamment dans le Hobbit, tout à fait. Ce n'est que plus d'un millénaire plus tard que Gandalf découvre qu'il ne s'agit pas, comme on le croyait donc d'un nécromancien,
ce sera donc Sauron. Entre-temps, Sauron s'emploie à harceler les royaumes libres des hommes et envoie dans le nord, le chef des Nazgûl, donc le roi sorcier d'Angmar, anéantir les Dunedains. Donc une tâche qui va être difficile, mais qu'il va quand même réussir en détruisant notamment l'Arthedain. Donc ce sera en 1974 du Troisième Âge. Sauron va ensuite envoyer des Nazgûl au sud pour s'emparer de Minas Ithil, ce qui lui permettra d'entrer en possession d'un Palantir. Et lorsque le Conseil Blanc attaque Dol Guldur sur l'avis de Gandalf et avec l'accord de Saruman, donc le Conseil Blanc qui est aussi constitué, donc on a dit Saruman, Gandalf, il y a aussi normalement j'ai perdu son nom, Radagast, ouais. et donc on a aussi Elrond et Galadriel. Ouais. Tout à fait. Donc vont aller à Dol Guldur afin d'affronter Sauron, qui quittera son refuge dans une retraite donc préparée depuis longtemps et retourne au Mordor qu'il fortifie. Il profite pour rebâtir sa forteresse Barad-dûr en 2953 et se relève ouvertement. Durant la fin du Troisième Âge, à toutes les actions de Sauron tentent a pour seul but de récupérer l'anneau unique qui lui permettrait de retrouver l'intégralité de ses pouvoirs. Peu de temps après, la découverte de l'anneau unique par Bilbo, donc Sauron est informé par Gollum et capturé et torturé au Mordor. Il lance donc ses Nazgûl à la recherche de Frodon afin de pouvoir retrouver l'anneau, et du coup s'ensuit l'histoire que l'on connaît tous, hein. Des anneaux. Voilà ce qui se passe dans le Troisième Âge. On va revenir du coup sur Sauron. Est-ce que tu as aimé ce concept d'œil, justement, le fait qu'il réapparaisse sous cette forme, sachant que, comme il est dit, la plus grande puissance est mise dans l'anneau, et le fait qu'il n'ait pas l'oblige à apparaître de cette manière-là. Est-ce que toi, tu aurais préféré qu'il apparaisse sous autre chose, ou l'œil, c'est plutôt même intelligent de pouvoir l'avoir tout le temps ouvert? Alors moi, c'est là où je suis un petit peu partagé. Alors au début, je trouvais ça classe, le fait qu'il revienne en tant que grand œil pour surveiller un petit peu, tu sais, toute la Terre du Milieu, voir tout ce qui s'y passe. Ça, je trouve ça assez cool comme concept, et le fait qu'ils reviennent pas puissants, très fort tout d'un coup. Ok. C'est plus par la suite où moi j'aurais aimé que d'une manière ou d'une autre il se renforce au fil de l'aventure, des actions, etc. Et que quand le Mordor retrouve de plus en plus de puissance, que lui arrive à reprendre une forme physique, un petit peu comme on peut voir au début du premier film. Ouais. Pour cette ultime bataille, j'aurais aimé voir un Sauron qui castagne un peu, plutôt que, je parle vraiment à la fin, mais plutôt qu'un œil qui surveille et qui est vulnérable. Après, vulnérable, je suis d'accord. Pour aller mettre, alors si t'as l'anneau, non, alors évidemment que tout le monde va me dire bah oui mais ils ont réussi, mais logiquement pour aller mettre l'anneau dans la montagne du destin, pour y aller normalement faut être balèze. Non, c'était pas gagné, ouais. Ce que je veux dire, c'est que moi je trouve que alors ce concept d'œil il le prend justement parce que c'est la seule manière de pouvoir régner sur le peu de terre du milieu qu'il a encore. Son apparence physique, il peut pas, moi je trouve qu'il peut pas l'avoir. Non, il peut pas. Ça aurait été stylé, mais bien que le Mordor soit fort, il peut pas revenir sous cette apparence puisque tout est dans l'anneau. Et c'est ça en fait. Alors c'est bien qu'il l'ait fait. Moi je trouve que sa faute en fait c'est d'avoir mis la plus grande puissance dans l'anneau. Il aurait dû mettre un anneau puissant, mais on va dire une bonne partie, mais pas tout. Il aurait dû aussi en garder un peu sous le coude parce que du coup c'est un peu son défaut. C'est qu'au final il se dit je suis intouchable, maintenant c'est fini. Et c'est là où il a pas anticipé, c'est que quelqu'un a pu lui ôter l'anneau, et à partir de ce moment-là il est trop faible pour revenir. Et alors je trouve que ce concept d'œil est plutôt intelligent, même je trouve que du coup ça fait un peu menace qui te regarde tout le temps, c'est ça, quoi que tu fasses. Et après, et surtout pour surveiller toute la Terre du Milieu, je trouve que c'est même plutôt classe d'avoir justement cet œil là qui c'est pour ça que je disais je trouve ça vraiment classe justement cette espèce d'œil de Big Brother qui regarde tout ce qui se passe, et puis en même temps on voit que ça l'empêche pas de commander au final, mais c'est vrai que pour peut-être un côté plus épique, j'aurais aimé que son apparence qu'il retrouve une apparence digne de ce nom, on va dire, du moins sur la fin, tu vois, quelque chose. Maintenant ça peut pas se faire parce que l'intrigue est comme ça, mais c'est vrai que l'œil, en fait je trouve ça pas mal jusqu'à un certain moment, tu vois. Et on peut voir aussi que du coup, notamment dans le Seigneur des Anneaux, Sauron va tout concentrer, tous ses efforts sur la reprise de l'anneau. C'est ce qu'il veut. On peut voir aussi notamment que il va avoir des orques, il va avoir des Uruk-hai, il va avoir aussi des trolls des montagnes ou autres. Bref, il y a plusieurs personnes autour de lui. Est-ce que du coup, est-ce que tu trouves ça normal qu'il concentre tout sur l'anneau, ou il aurait pu aussi façonner, on peut dire, imaginer, peut-être même des balrogs, etc. Est-ce que du coup, il aurait pas pu faire moitié-moitié, c'est-à-dire essayer de trouver l'anneau, mais au final, il est tellement, alors
pas trouvable, mais tellement difficile à retrouver et à détruire, qu'il aurait pu aussi mieux protéger ses arrières ou autre. Est-ce que du coup tu trouves ça logique qu'il concentre tout sur l'anneau, ou au contraire tu t'aurais pu dire il aurait pu faire autre chose aussi en même temps? Alors c'est vrai que je m'étais jamais trop posé la question, alors je vais répondre à chaud. Non, effectivement tu peux te dire que ça aurait été intéressant qu'il fasse autre chose que des vulgaires orques, et tu parlais de protéger ses arrières, mais même d'aller attaquer les autres, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien que sur les batailles ça se joue pas à grand chose en général, et que oui, la victoire finale lui échappe de peu sur le gouffre ou Minas Tirith par exemple. Ouais. Et tu peux te dire que oui, avec des balrogs en plus, je sais pas. Parce que je pense que tu mets un balrog, ne serait-ce qu'au gouffre. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Donc c'est vrai que tu peux te dire, après tout, je mets ma puissance là-dedans, j'écrase mes adversaires directs qui en plus, alors on sait que les elfes sont en fuite, enfin en partance on va dire. Donc ouais, tu pourrais te dire, j'écrase mes ennemis directs tout de suite. Et ensuite, je me charge de trouver l'anneau, quoi. Donc ouais, non, c'est vrai que ça peut poser débat. Ouais. Parce qu'au final, on voit toujours, donc c'est ce qu'on avait. Je crois que c'est toi d'ailleurs, Bertrand, qui a dit ça dans un podcast. Je crois que c'est le Retour du Roi. Tu disais que justement, autant les ennemis sont nombreux, autant ils perdent à chaque fois. Ouais. Et qu'on voit pas justement de victoire de la part de Sauron. Surtout dans le 3e âge, il est suite défaite. Enfin, non, il va avoir au début. De toute façon, ce schéma-là, il est propre à Tolkien. J'ai l'impression, c'est qu'au départ, on est très fort, que le mal va réussir à tout défoncer. Qu'il n'y a pas d'espoir. Voilà. Ça, c'est un truc qui revient souvent. Voilà, pas d'espoir. Et quand t'as plus d'espoir, et au final, c'est là où du coup, t'as deux pentes qui vont se croiser. Et au moment où t'es tout en haut, le bien va remonter. Et donc la destruction du mal, au moment où ça se croise, c'est toujours le bien qui l'emporte. Oui. Est-ce que du coup, toi, ça te plaît, ou justement, tu t'aurais pu penser que le fait qu'il développe encore plus, vraiment d'écraser tout le monde, ça aurait pu vraiment être bien? Non, c'est clair. Moi, comme je te dis, c'est vrai qu'au final, je m'étais jamais trop posé la question dans ce sens-là. Tu sais, baisser la jauge sur l'anneau et puis augmenter la jauge sur la puissance, on va dire. Et oui, en plus, oui, non, clairement, ça aurait pu être intéressant. Il recherche l'anneau parce que pour lui, tout est là-dedans. Et après tout, le Seigneur des Anneaux, enfin voilà. Donc maintenant, c'est vrai que tu te dis, oui, ça aurait été vachement intéressant qu'il le fasse, surtout qu'il n'y a pas, urgence. Enfin, je veux dire, il peut tout à fait le faire. En plus, s'il envoie j'aurais moins aimé qu'il gagne une bataille, tu vois. Ouais. Enfin, moi aussi, j'aurais trouvé ça cool. Au moins qu'il un truc. Ou le peu de, même s'il le fait par la suite, qu'il l'a fait avant, notamment avec les Dunédains et autres. Je trouve que ça aurait été bien qu'il détruise une race, ou qu'il détruise. Non, mais c'est ça, tu vois, dans le 3e âge, finalement, tu regardes un petit peu son parcours, il revient un petit peu en loose day du côté, alors je sais pas, c'est de la forêt noire, enfin je sais plus. Ouais, Dol Guldur. Voilà, c'est ça, Dol Guldur, etc. Il se fait chasser, il revient au Mordor, il se fortifie, mais au final, il aura vraiment 0 victoire, quoi. Bon, moi je trouve aussi un truc dommage, c'est que ce système on va vaincre l'ennemi, mais on le repousse tout le temps. En fait, on va le vaincre sur l'instant T, mais il ne sera jamais détruit totalement. Et je trouve ça dommage. Non, je vois le truc, parce que du coup c'est ce qui permet de perdurer, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'ennemis en fait au final dans dans tout le club de Tolkien. C'est que tu as Melkor, Sauron. Et je trouve que ça aurait été bien d'avoir plusieurs ennemis en fait, tout simplement, que Melkor aurait pu avoir plusieurs lieutenants, et que plusieurs auraient pu que ça aurait pu être avoir développé. Plus d'influence, ouais. Non, c'est clair. Après, bon, si on va dans ce sens-là, tu peux avoir un peu Saruman, quoi. Mais ouais. Après, Saruman, lui, il décide c'est par jalousie, c'est par plein de choses. Après, il est plus du côté du mal que du bien, ça c'est sûr, mais il est pas non plus à 100% derrière Sauron. Il se dit qu'à un moment il aura Sauron aussi, et que c'est d'égal à égal, puisque de toute façon, tous les deux sont des Mayas, donc au final il n'y a pas de souci. Mais je trouve que ça aurait été bien d'avoir plus de méchants, plus de force. Je trouve que c'est trop peu diversifié. Quand tu vois qu'il y a des nains, des hommes, des elfes, tu vas voir, donc dans les elfes tu as différentes familles, dans les hommes pareil, enfin tu vois, tu as beaucoup de trucs, et je trouve que le bien est, où les hommes, les peuples libres de la Terre du Milieu sont vraiment bien diversifiés. Je trouve c'est autant clair, le mal est très peu diversifié. Non, c'est ce qu'on avait déjà reproché à l'œuvre de Tolkien. Elle est super, tout ce qu'on veut, hein. Mais c'est vrai que dans le mal, et puis même la façon dont est représenté le mal. C'est-à-dire, c'est pour ça que moi, dans notre top 10 des races de la Terre du Milieu, j'aimais bien mentionner les hommes qui travaillent pour Sauron, qui se battent pour Sauron, parce que enfin il y a pas une race maléfique qui se bat pour lui, tu vois, il y a une diversité à ce niveau-là. Alors que le mal, il est très clairement identifié dans son œuvre, et moi c'est ce que je trouve dommage, quoi. Après, c'était une de ses volontés aussi de dire le mal n'a qu'un seul visage, grossièrement, et puis on voit tout de suite que c'est le mal et qu'il faut le détruire. Et justement, quand tu vois l'attaque, donc Minas Tirith et autres, est-ce que alors évidemment imagine toi avant les batailles, est-ce que tu trouves qu'attaquer les hommes à ce moment-là c'était le bon moment, ou au contraire t'aurais dû attendre un peu, ou le faire bien avant?
Alors, bien avant, c'est de savoir si la puissance elle est là. Enfin, on sait qu'il fortifie le Mordor, etc. Alors, il aurait pu déclencher quelque chose avant, c'est sûr. Maintenant, est-ce que ça aurait été plus efficace? Je suis pas persuadé. En tout cas, ce moment où il le fait, oui, ça me semble bien parce que les elfes se barrent. Alors, il y en a qui vont venir aider au gouffre de Helm. Alors mais... ça, après, c'est oui, tu l'as principalement dans les films. Ouais. Le fait que même normalement, elle dire il vient pas. Enfin, Oui, effectivement. Il est seul. Effectivement, oui. Donc à ce moment-là, tu te dis, voilà, les elfes partent, les hommes sont sur le déclin, etc. Non, moi, je pense que le timing, il est bon, quoi. Enfin, à mon sens, le timing est bon. Après, c'est plus le choix des forces qui est plus douteux. Oui, non, c'est clair. Je suis d'accord. Et quand tu vois tout ça, est-ce que tu comprends comment a-t-il fait pour perdre, tout simplement? Parce que tu vois qu'il a des puissances, tu vois on enlève les œuvres de Peter Jackson avec qu'on l'a déjà dit, donc encore une fois dans le podcast Le Retour du Roi. Ouais. Tu vois l'armée des morts, ouais. et tout. Quand tu vois tout ce qu'il a façonné, le nombre d'années qu'il a mis à créer ces choses-là, est-ce que du coup cette défaite elle est logique? Ou du coup au final moi je me pose vraiment la question, comment il a fait pour perdre avec tout ce qu'il a fait, avec tout ce qu'il a derrière lui? Tu te dis bon, mon coco, t'es gentil, mais à un moment il aurait fallu être clutch, quoi, tout simplement. Non, mais c'est vrai qu'il a il a une méga puissance et c'est vrai que dans le livre Le Retour du Roi, au final c'est l'arrivée d'Aragorn, d'Éomer qui remporte la victoire finale. Il n'y a pas ce cheat code de l'armée des morts. Ouais, non, c'est vrai, mais c'est pour ça que je regrette qu'il ait aucune victoire, quoi. Parce qu'on a beau nous dire, ouais, c'est une super puissance, il y a plus d'espoir, plus personne avec nous et tout, ils trouvent toujours un moyen de s'en sortir, les gentils, on va dire. Ouais. Moi, je trouve que justement cette histoire, c'est vraiment sur le Seigneur des Anneaux, pardon, où on le voit beaucoup. Dans le premier âge, tu vas l'avoir avec Melkor ou Tumno, la bataille des larmes innombrables, je crois. On voit, il y a beaucoup de victoires et qui sont sanglantes. Je veux dire, c'est pas une petite victoire en mode genre gouffre de Helm. Non, c'est clair. On les écrase, on leur met mal et boum, ils perdent. Leurs plus gros chefs, ils vont perdre notamment Fëanor, enfin ça met un gros coup à Noldor, enfin voilà. Donc dans le premier âge tu vas l'avoir, dans le deuxième âge aussi, les Núménoréens vont perdre pareil, ils perdent carrément leur île et quasiment tout leur peuple. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant et que je trouve que on parle de Sauron aujourd'hui, tu vois que pour moi Sauron est le plus intéressant au deuxième âge parce qu'il a des victoires, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est rusé, parce que tout va dans son sens ou presque jusqu'à la fin. Mais il y a une vraie histoire avec des victoires, des défaites, des moments de domination et puis un déclin. Et dans le Seigneur des Anneaux, le troisième âge, tu retrouves pas vraiment ça, quoi. Et du coup, on va mettre ça en lien avec la fin de Sauron. Est-ce que du coup, au final, c'est pas une suite logique? C'est-à-dire que, comme on disait dès le début, c'est que dès le départ, donc au premier âge, au tout début, on a des grosses puissances qui vont déjà s'affronter, qui vont déjà se détruire un petit peu, donc qui vont être déjà plus faibles. Puis au deuxième âge, ça va se réaffronter avec des puissances qui sont plus faibles, donc on va dire les Núménoréens, elfes, autres, vont être moins forts que des Valar, notamment. Et donc du coup, ils vont s'affronter et donc ils vont encore perdre de puissance. Qu'on arrive au troisième âge et donc on a des puissances qui sont déjà beaucoup plus faibles que le deuxième âge. Et du coup, on peut voir aussi que Sauron ou tout ça suit en fait, c'est linéaire. Que du coup, tu vois, autant Sauron au premier âge, il avait toute cette puissance et puis plus ça va, moins il a de puissance. Est-ce que tu trouves ça normal que ce soit sur du déclin et qu'on voit des batailles qui sont déjà plus modestes qu'au début, donc, et ça fait le lien avec la fin de Sauron? Est-ce que du coup t'aimes bien cette fin de Sauron et tu vois justement que c'est un grand déclin depuis le premier âge jusqu'au du coup on va mettre même le quatrième âge dedans, ou au contraire tu aurais préféré qu'il y ait plus que ce soit moins décroissant, que ce soit plus justement croissant, décroissant, que ça puisse être plus variable? Oui, non, effectivement, j'aurais trouvé ça intéressant, mais notamment dans le troisième âge. Après, c'est vrai qu'au final, tu perds des forces, tu perds de la puissance, et puis même Sauron, il est apte à gouverner dans le troisième âge, mais c'est plus non plus le Sauron qu'il était au deuxième âge. Voilà. Donc, tu peux te dire qu'il y a une forme de logique, mais moi, j'aurais au moins aimé qu'ils prennent une victoire dans le troisième âge, quoi. Parce que ça enlève même de l'intérêt, tu vois, à ce moment-là, je trouve. En tout cas, oui, après il y a une forme de logique, c'est clair. Moi je trouve, je suis d'accord, moi je l'ai déjà dit, mais je sais pas, tu sais, qu'imagine ils battent ne serait-ce que un côté des elfes ou un truc comme ça, tu vois, qui contrecarre d'un autre côté quelque chose. Ouais, qu'il arrive à prendre une cité, enfin, et voilà, qui mettent encore plus le doute à un moment de dire oh là on est vraiment mal. Parce que du coup tu le vois pas forcément, à chaque fois on arrive à repousser jusqu'à la victoire finale où alors il partait dans une défaite, c'était là pour le coup il l'a gagné celle-là, mais c'était sans compter sur l'anneau qui fut détruit par Frodon. Et donc, voilà, c'est cette dernière à la Porte Noire, effectivement, c'est ça. Tu te dis là il va gagner, mais tu as l'impression qu'il va gagner, mais on te laisse cette liberté là parce que tu sais qu'en fait l'anneau va être détruit derrière. Donc
moi j'aurais aimé au moins une bataille pour lui, quoi, que ça relance un peu là, enfin l'intérêt du film, ils sont très bien, hein, ou des livres, mais ouais, qu'à un moment il gagne, quoi. Et donc je vais te citer des noms du genre Gil-galad, Elendil, Isildur, Aragorn, Gandalf, même Elrond ou Galadriel. Si je te dis qui a été son pire ennemi pour toi, c'est qui? Son pire ennemi dans tout le lot, je dirais pas Aragorn. Je dirais pas. Tu peux mettre les Núménoréens avec Ar-Pharazôn aussi, notamment qui le détruit au second âge. Oui, non, moi pour moi là où il perd vraiment au final, de toute façon c'est dans cette contre l'ultime alliance, quoi. Ouais. C'est à la fin du deuxième âge. Pour moi c'est eux, donc ça va être Isildur, Elrond. Elrond il est là, hein. Oui, mais dans la bataille vraiment c'est Gil-galad, Elendil et Isildur. Voilà, donc ce trio là pour moi c'est là où vraiment il perd, quoi. Non, moi je suis d'accord avec toi. Je trouve que j'ai pensé tout de suite à Aragorn. Je me dis qu'il l'embête bien quand même au troisième âge, à la fin du troisième âge, mais au final ce qu'Isildur lui inflige, il lui donne le coup de grâce en fait. Ouais, c'est ça. Du coup au moment où il peut retrouver sa puissance et au moment où il se fait mettre à mal par eux trois et par la force des Núménoréens et des elfes, et du coup clairement, c'est là où il perd réellement, quoi. Voilà, on peut dire que clairement c'est eux les pires ennemis de Sauron, et c'est eux qui l'emmèneront jusqu'à la chute, puisqu'au final c'est quand même sa descendance aussi d'Isildur qui va aussi tuer Sauron. Oui, c'est clair, ouais. Donc, on peut voir un gros lien quand même entre les Núménoréens et Sauron. Je trouve que dès le début ils vont le battre, puis du coup il va se mettre avec eux, il va les détruire, mais au final c'est quand même les Núménoréens qui les détruisent lui. Autant les Valar étaient vraiment en guerre avec les Valar, Melkor était en guerre avec les Valar et les elfes, autant Sauron, je trouve qu'on est plus basé sur les hommes et les Núménoréens. Ouais, c'est vrai, notamment aussi parce qu'après arrive l'âge des hommes, etc. Mais c'est vrai que dès le deuxième âge, il se retrouve prisonnier par eux, et puis il les pervertit. Et oui, c'est vrai qu'il y a un lien toujours, ouais, c'est clair. Ok, je crois qu'on a fait le tour sur Sauron. On n'a pas dû louper grand chose. Non, ça me semble pas trop mal. Et donc du coup je crois que Bertrand, tu as préparé un quiz, hein, on ne casse pas les habitudes. Bah non. Et donc du coup je te laisse la parole, c'est à toi. Effectivement, je t'ai préparé un quiz, donc comme tu es ici l'expert Tolkien, on va dire, hein, je te mets au défi, donc tu as 10 questions, d'accord ? Donc tu vas avoir évidemment au début celle du premier âge, puis du deuxième, puis du troisième, qui correspondent à Sauron, voire Melkor au début. Et puis tout simplement, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de scénario, là c'est simplement... En plus j'ai pas révisé. Nous sommes... une version très brute de quiz où tu dois simplement répondre. Ça marche. Voilà. Donc, première question. Durant le règne de Melkor, quelle place forte a dirigé Sauron ? Angband. Angband, tout simplement. Deuxième question. Comment se nomme la masse que portait Melkor, surnommée le marteau des enfers ? Alors, je crois que c'est Gronde. Ok, tu m'impressionnes parce qu'effectivement c'est Gronde et au pire, tout à l'heure j'ai voulu lire l'encyclopédie. Je me suis dit vas-y, je vais pas me faire avoir par le quiz et tout. Et ça je l'ai lu, je crois, il y a pas si longtemps que ça, en lisant des trucs sur Melkor. D'accord. Là franchement quand j'ai vu ça, je me suis dit Gronde, bon. C'est pas dit dans l'encyclopédie de David Yates. Si, de David Yates c'est dit. Ah, ouais, mais du coup j'ai lu Sauron mais j'ai pas lu Melkor. D'accord, ok. Mais ouais non, c'est dit. Alors, sous quelle forme réapparaît Sauron au deuxième âge ? Donc quand je dis forme, c'est-à-dire grossièrement son blaze, quoi. Ah, tu veux son nom ? Ouais, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, tu l'as dit, ouais. C'est en elfe, c'est Anatar. Tout à fait, qui signifie C'est assez bon. 2018, tu vois. Désirable. Non, mais je te l'accorde, Anatar, c'est le dispensateur. Ouais. C'est vrai que tu vois, Moi, j'ai commencé le début, c'est bien. Oui, non, tout à fait, c'est très bien. À quelle date Sauron détruit-il Eregion ? Alors je sais que les dates t'es nul, logiquement. C'est ça. Il y a un vrai souci, mais en même temps Tolkien il met tellement de dates. 1974. Non, c'est en 1697 du deuxième âge. Ok. En sachant que la guerre des elfes, je crois que c'est 1693 à 1700. Ok. Et donc c'est à ce moment-là. Alors celle-là, logiquement, tu l'as. Quel roi numénoréen envoya sur les conseils de Sauron une flotte contre les Valar des terres immortelles ? Alors pour l'anecdote, Bertrand m'a dit j'ai 2-3 questions, celle-là tu ne l'auras pas. Et je crois que c'est en discutant. En discutant, ça n'avait plus rien à voir quand on était sur autre chose. Et du coup j'ai cité Ar-Pharazôn. Et tu m'as cité le blast comme ça, effectivement, Ar-Pharazôn. Donc je crois le roi numénorien, le dernier roi numénorien qui est le plus orgueilleux de tous, hein. C'est celui en fait franchement si un jour vous avez l'occasion de lire l'histoire de Numénor, elle est vraiment géniale, et notamment on va voir que Ar-Pharazôn lui pour le coup il a toute la puissance de Numénor, et ils sont tellement puissants
Oui. De par, alors je crois que c'est il y a plus de 3000 ans d'âge numénoréenne, et il est tellement puissant que il tombe dans l'orgueil, et c'est là où Sauron en profite pour tout ça. Mais elle est vraiment bien. L'histoire de Numénor, je la trouve vraiment bien. Ce qui donne encore plus de crédibilité à Sauron, quoi. C'est clair. Voilà, à leur meilleur moment, il arrive à les berner. Donc, 6e question. Vrai ou faux? Sauron est décrit comme quelqu'un de séduisant avant la chute de Numénor. Comment? Sauron est décrit comme quelqu'un de séduisant avant la chute de Numénor. Oui, puisqu'il il fait les anneaux, donc c'est là où il se met en. Ouais, voilà, avant la chute de Numénor où il a une apparence physique autre. C'est comme ça qu'il trahit, qu'il pervertit. Je trouvais l'idée assez drôle, donc je notais. Alors là, je t'avoue que tu risques d'avoir tout bon parce qu'après ça devient plus simple. Il y a peut-être celle-ci où tu peux mets la pression. J'ai compris. Tout à fait. Sauron revient en l'an 1000 du 3e âge sur la Terre du Milieu. Quelle autre espèce, entre guillemets, apparaît sur la Terre du Milieu exactement à cette date? Mais alors exactement à cette date, en l'an 1000 du 3e âge. Donc une autre, donc lui. Race, espèce, vois ça comme ça. Ah ouais, alors celle-là, alors pour le coup là. En l'an 1000 du 3e âge, il y a une espèce qui apparaît, qui avait jamais été là, et qui arrive sur la Terre du Milieu, et elle arrive en même temps que lui revient en fait. On l'a cité aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a pas dit le nom, je crois pas. Je crois pas qu'on ait dit le. On va parler. On a parlé de cette espèce-là, mais je crois pas qu'on ait dit le mot, tu vois. Ok. Non, là je vais pas l'avoir. Une espèce en Terre du Milieu. Ouais, espèce, race, enfin je voudrais pas me tromper sur le nom, mais une catégorie de personnes, tu vois. Les Numénoriens? Bah non. Non, les Istari. Ils arrivent en l'an 1000 du 3e âge. D'accord, non mais d'accord, j'étais pas du tout parti sur eux. Ok, ouais, bien joué. J'en aurais au moins une. Bon maintenant. Ça fait 2, je crois que j'ai la date aussi. Ah oui, la date exacte. Les Istari, j'ai pas du tout pensé. Non mais. Bien joué. Merci. Je m'incline. Sous quel nom est connu Sauron lorsqu'il se cache à Dol Guldur? Le nécromancien. Tout à fait. Merci, alors attention, on arrive sur des questions très dures là. Accrochez-vous. Prenez une bonne respiration chez vous. En 2941, donc là c'est pour juste faire, mais je crois que c'est 1953 du coup, il finit par revenir dans son repère. Comment se nomme-t-il? Il n'y a aucun piège. Barad-dûr. Barad-dûr, le Mordor, oui voilà. Et donc, ultime question. Alors, elle est pas dure, mais prends bien le temps. Quel hobbit finit par détruire l'anneau, mettant ainsi fin à la vie de Sauron? J'ai vu le piège. Sméagol. Exactement, Sméagol, Gollum, tout à fait. Merci pour ce quiz et d'avoir fait tomber cette bouteille. Tout à fait. En tout cas, voilà, c'est fini pour Sauron. On termine, donc on rattaquera, je pense, la prochaine fois un autre personnage de la Terre du Milieu. Moi, il y en a beaucoup, donc voilà, il y a matière de quoi à faire. Ouais. C'est ça. Donc peut-être même un jour, pourquoi pas développer le premier âge, deuxième âge, troisième âge en profondeur, avec pourquoi pas même développer les elfes ou autre. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, c'est clair, c'est large. On n'a pas fini avec eux. Une dédicace à Théo quand même. Tout à fait, dédicace au petit. Qui aurait adoré participer à ce podcast donc sur Sauron. On sait que lui aussi, Seigneur des Anneaux, c'est son truc. C'est son truc. Mais il reviendra bientôt. Vous inquiétez pas, il y a pas de souci. Le nain reviendra. Tout à fait. Donc, voilà, c'est terminé pour le podcast sur Sauron. Merci Bertrand. Merci à toi. On remercie aussi Théo parce que c'est lui qui nous a permis à distance de pouvoir enregistrer parce qu'on a eu quelques difficultés avec le PC. Quelques soucis techniques. Exactement. Donc c'est fini pour cette semaine. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à participer aux différents jeux que l'Entre des Maraudeurs met en place. Donc parce que ça y est, on commence à se développer. On peut dire aussi que pour Ploua, on aura un invité de marque. Tout à fait. On a appris aujourd'hui. Logiquement à Ploua, il y a donc n'hésitez pas. Donc on rappelle que Ploua, c'est une convention Tolkien donc qui est en Bretagne, un petit village breton où pendant 2 jours vous avez l'occasion de revivre l'univers Tolkien. Ils font tout pour justement faire un côté Hobbitbourg, essayer de rencontrer. Alors je crois qu'il y a Glad qui justement est là, donc c'est un célèbre YouTuber sur la Terre du Milieu. Il y a aussi un dessinateur. Alors j'ai plus le nom. Moi non plus. Alors c'est un illustrateur
illustrateur canadien qui a travaillé sur Le Seigneur des Anneaux et maintenant sur Game of Thrones. Tout à fait. Il y a aussi donc un biographe sur Tolkien, et donc du coup le dernier invité. Donc je pense qu'on aura à notre table, à l'antre des maraudeurs. Tout à fait. Du coup, du moins on l'espère. Ce sera du coup la voix de Gollum, la voix de Sméagol en français. Donc on va essayer. S'il pouvait nous le faire en Sméagol, ce serait marrant. Je sais pas s'il accepterait un petit peu. Faudra voir ce qu'on peut faire, mais en tout cas ça va être intéressant de l'avoir à notre table. Donc on aura Gollum à la table, c'est quand même pas trop mal. Et sur ce, l'entre des maraudeurs, eh bien, vous souhaite une bonne semaine. On espère que ça vous a plu et on vous dit à la semaine prochaine. Salut.